On sait que la démographie va augmenter fortement ces prochaines années, hein. Tous les indicateurs sont au vert ou au rouge, ça dépend comment on imagine le développement démographique. Euh, et donc, une conséquence très claire sur les villes africaines. Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui ou qu'on pourra dans les prochaines années accompagner ce développement? Les défis sont énormes, hein. On a quand même, on prévoit une augmentation d'1,2 milliard d'ici 2050 de la population africaine, dont les 2 tiers seront en ville. Donc ça veut dire des villes qui seront 3 fois plus peuplées qu'actuellement. Si comment dire, la tendance se poursuit. Alors on a des grandes villes, hein, des mégapoles comme Kinshasa ou Lagos, qui auront plus de 20 millions, 30 millions d'habitants peut-être, mais aussi la croissance démographique importante se passe surtout dans les villes secondaires. Donc c'est là aussi qu'il faut aussi porter notre attention. Euh, Comme je dis, oui, oui, les défis sont absolument colossaux, hein, et je ne crois pas non que actuellement, même si la communauté internationale a porté le problème urbain et de croissance urbaine un petit peu plus en avant, on a encore tendance à avoir une politique de l'autruche, je dirais, dans certains pays, et ne pas reconnaître les phénomènes les impacts de cette croissance urbaine, notamment sur l'occupation de l'espace, sur la production d'espace urbain, sur le stock d'équipements qu'il va falloir mettre en place très très rapidement. Et on sait aussi que, bon, que les villes africaines, en fait, ont une croissance, mais c'est une croissance de pauvres. C'est-à-dire que la plupart des emplois qui sont créés sont des emplois dans le secteur informel, qui ne génèrent pas forcément suffisamment de ressources pour pouvoir financer des équipements ou des services au niveau, pour pouvoir soutenir cette croissance démographique extrêmement importante. Euh, je pense aussi que par rapport à cette croissance urbaine, on n'a pas encore des outils de planification urbaine très efficaces, hein. Ils sont parfois démodés, ils sont parfois euh, déconnectés de la réalité en fait. Et surtout, je dirais déconnectés de la manière dont le foncier urbain, dont la ville, enfin le foncier urbain se construit. Donc, tant qu'on aura ce disconnect, je dirais, entre la planification urbaine et la réalité du terrain, comment les terrains urbains se construisent, on n'arrivera pas à pouvoir contrôler ces phénomènes. Oui, alors il y a de l'étalement urbain dans la plupart des villes, mais il y a aussi des phénomènes de surdensification qui sont aussi à noter, notamment dans des villes comme Kinshasa, où on a des phénomènes de surdensification même dans le centre-ville. Donc, ce n'est pas seulement une question d'étalement, c'est aussi une question de surdensification et de revoir un petit peu cette planification urbaine pour qu'on puisse avoir peut-être des approches un petit peu plus inclusives, qui tiennent un peu plus compte aussi des réels des défis physiques auxquels la plupart des villes sont confrontées aujourd'hui, notamment les effets du changement climatique. Alors, quand on parle je voudrais simplement rajouter que quand on parle de démographie, bon, je voudrais aussi peut-être parler particulièrement du problème des jeunes, hein. Il faut pas, la moitié de la population aujourd'hui a moins de 25 ans, et dans la plupart des pays africains où je travaille, on est jeune jusqu'à 35 et 45 ans. Et beaucoup d'entre eux n'ont jamais pu avoir vraiment ni une formation, ni un emploi ou être dans un système qui lui permette de réintégrer un système économique durable dans la durée. Alors on a ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation, mais on a aussi tous ces jeunes universitaires qui sont sur le marché et qui n'arrivent pas à valoriser leurs connaissances. Et c'est un vrai drame. Alors cette croissance démographique des jeunes, c'est à la fois encore une fois une opportunité, hein, puisque ils peuvent apporter énormément au niveau de la construction de leur pays et de la ville. Et c'est aussi un défi parce que si on n'arrive pas à les occuper ou alors à les aider à créer leur propre emploi, on alimente très facilement des phénomènes de radicalisation et de violence dans les quartiers. Bon, on sait que si la tendance se poursuit, peut-être un jeune sur 4 pourra trouver un emploi dans les 10 prochaines années. Donc vraiment, c'est un sujet extrêmement important sur lequel il faudrait se pencher davantage. Et ce n'est pas suffisant de donner la parole aux jeunes. Il faut vraiment avoir des programmes qui leur permettent de s'intégrer dans les programmes. Alors, quand on parle d'extension, on tombe très vite sur les questions des droits coutumiers.
versus les droits dits modernes. Euh, Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on peut utiliser la tradition et la coutume pour fabriquer la ville de demain, ou au contraire, on est dans une totale schizophrénie, ou alors on est dans une totale opportunité ou un total opportunisme des gens qui convoquent l'un ou l'autre en fonction de leurs intérêts individuels? Comment est-ce qu'on fait avec ces terrains qui sont autour des villes et que les coutumiers revendiquent? Bon, de toute façon, la ville n'a pas attendu qu'on se pose la question de savoir comment faire pour continuer à grandir. Elle grandit comme ça. Donc, en fait, bon, les droits coutumiers, les pratiques coutumières sont là. Euh, il y a certainement beaucoup d'articulations qui peuvent être trouvées. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, dans un certain nombre de pays, pour pouvoir articuler ces deux, euh, ces, ces deux types de formation du foncier urbain et de reconnaissance des droits. Un des problèmes qu'on a souvent dans les projets dans lesquels nous travaillons, c'est bon, quand on regarde la question du foncier, on regarde la question des droits, mais on regarde la question de l'administration foncière. Mais il y a aussi d'autres choses. Comme j'ai dit, la façon dont le foncier est produit, dont les lotissements sont créés dans des grandes villes, dans les zones d'extension, complètement en dehors de toute référence à une vision spatiale du développement urbain, c'est là où est le problème. La question des droits, souvent, elle se résout par elle-même. Je ne dis pas qu'elle se résout partout, mais dans beaucoup d'endroits, les gens trouvent une manière d'être au moins reconnus sur leurs droits d'occupation. Et ce n'est pas forcément parce qu'on a un titre foncier que la situation est meilleure dans un certain nombre de villes. Parfois, il faut pouvoir ouvrir aussi sur les différentes options qui sont possibles. Et on travaille beaucoup aussi donc, avec nos partenaires dans les pays pour justement voir ce qui se passe dans d'autres pays, apporter des nouvelles options, des options où il peut y avoir des community trust funds, il peut y avoir des options où on se base sur les droits coutumiers, mais on peut les rendre un peu plus communautaires dans un sens urbain. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont développées dans d'autres pays qui peuvent être intéressants. Alors, évidemment, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Le foncier, dès qu'on importe la question du foncier, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, la ville continue à grandir. Donc, encore une fois, nos méthodes d'intervention, des bailleurs en général, on fait beaucoup d'interventions peut-être un petit peu trop limitées, parce qu'on les fait tout seul. Et je pense qu'il faut qu'on change ça aussi. Et pas seulement parler de coordination entre bailleurs et partenaires, mais de vraies collaborations pour avoir des programmes qui puissent s'intégrer dans une vision beaucoup plus longue. On ne fait pas une ville avec un projet de 3 ans sur un quartier qui représente 5% de la ville. Non, on fait un projet sur une vision de la ville à plus long terme, avec une approche programmatique, où on essaye de travailler tous ensemble pour accompagner cette vision. Il faut sortir des petits projets. Bon, c'est important, les petits projets de démonstration, etc., mais on ne va pas changer la physionomie de la ville si on reste sur des petites échelles. Et alors, on voit en tout cas dans les villes africaines ce copier-coller de lotissement qu'on a absolument partout. Est-ce que c'est la contre qu'il faut lutter? Est-ce que en fait, c'est la pauvreté de la proposition urbanistique qui émane de ces lotissements qui pourrait être une des causes des problèmes? Est-ce que si on réimaginait un lotissement qui prendrait en compte l'environnement, la société qui va y vivre, et que le lotissement n'est pas juste un plan de bornage d'un topographe qui cherche à mettre un maximum de parcelles sur un minimum de territoire, est-ce que là c'est une voie possible? Non, mais c'est exactement ce que vous dites dans la façon dont vous présentez les choses, c'est que pour l'instant, les lotissements ne sont pas faits par les urbanismes et ne sont pas faits par les populations qui occupent ces espaces. Les lotissements sont faits par des géomètres, par des gens du cadastre, mais pas par les gens qui ont une vision de ce que doit être un espace urbain
intégrés. Il n'y a aucune corrélation entre ces soi-disant lotissements et les plans de développement d'infrastructures en général. Donc, on crée une ville qui ne peut pas fonctionner avec ce genre de lotissement. Donc, c'est changer aussi la manière de faire ces lotissements, rendre je veux dire, la fonction urbaine à des urbanistes qui travaillent avec les populations pour pouvoir créer des lotissements qui ne soient pas seulement des cases sur un morceau de papier. Mais la faute ou la responsabilité d'un seul groupe d'individus, bon, les politiques bien sûr, mais vous avez aussi les groupes de pression, vous avez aussi les groupes religieux, vous avez aussi la manière dont l'enseignement est fait dans les écoles, l'implication davantage des femmes, la scolarisation des femmes, on sait que ça a une influence aussi très, très importante sur le taux de fécondité. Donc, je veux dire, c'est pas seulement les politiques, oui, c'est très, très important, bien sûr, puisque c'est eux qui vont pouvoir mettre en œuvre des programmes pour soutenir ces idées-là. Mais ça doit être un projet de société, en fait. Mais alors, est-ce que cette planification par grandes infrastructures, comme on voit beaucoup, hein, et notamment dans d'autres continents que l'Afrique, en Inde, on fait des grandes infrastructures de transport, par exemple, qui sont censées structurer, est-ce que c'est une piste viable ou est-ce que finalement c'est ça qui crée le problème et on devrait s'attaquer à autre chose en tout premier? Mais je pense que les grandes infrastructures sont quand même très très importantes. Dans beaucoup de villes, si je prends une ville comme Kinshasa, vous avez un manque flagrant de routes, donc l'accès des gens au pôle d'emploi est tout à fait réduit. Et donc c'est ce qui fait aussi qu'on a une surdensification de certains quartiers, là où il y a des possibilités d'avoir accès à des emplois ou à des modes de transport. Donc la question des grandes infrastructures dans les grandes villes, elle est tout à fait fondamentale. Hein, le développement autour de ces modes de transport plus efficaces, hein, qui pour moi est quand même, je dirais, la colonne vertébrale d'un certain nombre de villes, du développement des villes, autour duquel on crée des quartiers, on travaille sur le tissu urbain. Mais les grandes infrastructures sont quand même indispensables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça aussi? Donc, c'est peut-être, quand on parle de changement climatique, quand on parle de gestion des risques et des désastres, souvent les gens pensent que si on prend des mesures contre ce changement climatique, contre ces désastres, on ne fait rien, ou on ne fait pas suffisamment pour le développement économique. Il faut arrêter de mettre ça en opposition. Adresser les problèmes de changement climatique, de gestion des risques, ce n'est pas en opposition avec le développement, la manière de répondre à des défis économiques des villes. Donc ça peut-être, il faut changer cette mentalité, en tout cas cette perception. Comme vous disiez tout à l'heure, par rapport aux grandes routes, aux grands systèmes de transport, je pense que dans les grandes villes, il faut adopter des modèles de développement spatial qui tiennent compte aussi, hein, qui soient mieux articulés avec les systèmes de transport efficaces. Et dans certaines villes, faire peut-être justement que la vulnérabilité au changement climatique soit une priorité, hein, notamment en particulier dans les villes côtières, parce que on n'a déjà pas beaucoup d'argent pour faire du développement, mais on dépense beaucoup d'argent pour des mesures d'adaptation une fois que les inondations ou des désastres se sont produits. Donc, qu'on soit un petit peu plus proactif par rapport à ces questions-là. Il y a beaucoup d'initiatives qui se passent en ce moment. Le continent africain a peut-être été le dernier dans lequel on a vraiment poussé pour les questions de gestion des risques et des désastres et d'inondation, parce que bon, peut-être il n'y a pas de tremblement de terre, les défis sont différents, mais je pense qu'on est en train de rattraper le retard sur ces questions-là.